Excellencies, dear colleagues, dear Excellence, friends, chers collègues, my chers name is amis, Nicolas Brass, je and m'appelle I'm the head Nicolas of the Global Brass et Compact je suis chef Resolution du pacte Coordination Team at mondial the sur les UNHCR, réfugiés, the et UN surtout de Refugee l'équipe de Agency. coordination au niveau It is my du great Haut pleasure Commissariat aux to réfugiés. welcome you to this C'est mon virtual plaisir de summit vous accueillir à being cet held as part of the événement program of the en Summit of the parallèle Future. qui a lieu en We have an marge exciting, du diverse sommet multi-stakeholder pour panel, l'avenir. Nous avons un which will panel be introduced to you multipartite shortly. que nous allons But vous first, présenter très allow bientôt. me to Mais say tout a few d'abord, words of introduction permettez-moi de on the dire summit quelques mots itself, en introduction which sur le is what sommet has brought lui-même, us together ce today. qui nous rassemble ici aujourd'hui. The Summit of the Future Le is being sommet pour convened by l'avenir the UN a Secretary été General to organisé par le accelerate secrétaire général des Nations meetings Unies with pour international accélérer les efforts commitments afin de and pouvoir take répondre aux concrete steps engagements to internationaux respond to et de emerging prendre des challenges étapes and pour opportunities. répondre aux défis As a result of this process, émergents ainsi member que de states and voir les partners opportunités. will En present ce a sens, les États consensus membres roadmap for the et les future, partenaires vont which, as you présenter may know, le pacte has been in the process of pour drafting for l'avenir some time now. qui, comme vous le savez, And est this dans will un be accompanied processus jusqu'à by a ce global jour. digital Ceci compact sera and a accompagné declaration of par future generation le as annexes. pacte The pact numérique is global intended to be et action-oriented, ce pacte with est chapters on censé sustainable s'orienter vers development des and actions financing, sur international peace les and security, développements science, technology durables, and la innovation, science, and la digital technologie, cooperation, l'innovation, ainsi que la youth and coopération future numérique, generations, les as jeunes et well les as générations à transforming venir, global ainsi que de governance. transformer We are delighted that l'économie our mondiale. panel was Nous sommes selected to heureux be que part of notre the summit événement a été to sélectionné pour faire demonstrate the partie de ce mutual sommet pour reinforcement of the montrer Pact for le the Future renforcement and the mutuel Global du Compact on pacte pour Refugees, l'avenir et le pacte and highlight mondial key sur les commitments réfugiés made at the et de Global souligner Refugee les Forum last engagements clés December formulés en that announced décembre the dernier actions of lors the du Forum pact. mondial sur les réfugiés afin de faire Translation for the progresser event will be available le in pacte. English, French, and Spanish. L'interprétation sera Please disponible en select anglais, one to français et moderate espagnol. S'il vous during plaît, the choisissez votre interpretation langue de button in choix Zoom. en utilisant le I would bouton now like to interprétation invite our sur Zoom. moderator, À présent, UNHCR j'aimerais Office of High inviter Commissioner of notre Protection, modérateur, Mrs. Murendrini la Minigubwa, commissaire for her adjoint à opening la remarks protection and du keynote HCR, remarks. Thank you pour very son much. allocution d'ouverture et le lancement de l'événement. Je vous Thank remercie. you, Nicola. And I'm Merci, Excellencies, ladies and gentlemen. Nicolas. Excellence, I would mesdames et like to messieurs. echo Nicolas's warm J'aimerais welcome to all of you. Good encore une afternoon, fois good morning, or réitérer good la evening, bienvenue de depending on Nicolas à which vous time tous. zone you are Bonjour, in. bonsoir, A very peu warm importe welcome où to all vous of êtes. you for Bienvenue à vous for tous attending this virtual pour event, which is, participer à cet événement as said, virtuel. part Comme of Nicolas this l'a dit, program of the faire partie historic Summit of the de ce Future. sommet historique, Also, my really du sommet hearty sur thanks to l'avenir. Colombia and Aussi, j'aimerais Canada for remercier la co-sponsoring Colombie this et le event. I Canada think it's a d'avoir very clear co-sponsorisé cet illustration of the événement. C'est une long-standing and illustration steadfast de commitment, leur not just to the engagement International Refugee sans faille, Framework, but non also seulement to au the cadre de Global Compact protection on des réfugiés, Refugees. mais aussi au Also, my cadre thanks to the very mondial sur les eminent lineup réfugiés. of Je speakers that tiens we have également à today. I remercier les won't éminents introduce orateurs them qui very se joignent à extensively, nous, à notre but just événement to say aujourd'hui that they et do represent the whole of society of qui course, and that représente is very toute shocking. l'approche Now, sur la before société, comme I vous l'avez hand the floor over déjà to the vu. Avant de speakers, I just passer la wanted to parole provide a few aux comments intervenants, j'aimerais faire to quelques set, if you like, commentaires the scene or to frame this et event. pour One of the cadrer cet things that événement. I have heard very frequently, Une des both in my choses que current j'ai function in écoutées très Geneva, but fréquemment, also in my previous non function as a head seulement of the dans ma fonction UNHCR actuelle, office in mais New aussi York, dans was a ma fonction complaint précédente from comme many chef du people HCR à saying the New York, money c'est les received plaintes at de plusieurs COSI personnes par on a rapport plethora of aux themes, whether différents it was processus on multiples, conflict, on climate par change, on rapport aux gender conflits, changements equality, on climatiques, food insecurity, inégalités genre, on access to insécurité water. alimentaire, There were lots of accès à l'eau. processes, but with very Et little il y or a beaucoup de tangible choses, outcomes. And beaucoup de this choses qui sont clearly faites, mais does très peu de résultats. entail the Et risk of an ceci nous erosion of ramène au confidence risque in multilateral lié processes. au manque de And confiance dans les certainly, processus lack of confidence multilatéraux. or Et belief bien in entendu, permanent manque de sustainable confiance et de solutions, croyance en les including and solutions very durables, importantly y on compris, issues relating to plus forced important, sur des displacement. questions liées au déplacement Now, I forcé. think the Summit of the Future Je and the pense que le Pact for the sommet sur Future do l'avenir et le provide a pacte unique pour opportunity l'avenir for fournissent this une concerns unique head-on. occasion pour aborder This event, ces I hope, will préoccupations. demonstrate Cet how the Pact for événement, the j'espère, Future va nous and the montrer Global comment le Compact on pacte pour Refugees l'avenir et le reinforce pacte each mondial other sur les and réfugiés se complement each renforcent les other uns les in autres et se terms of complètent en termes bringing de common solutions to the trouver des threats with solutions forced communes aux displacement. questions liées au Now, the déplacement pact, forcé. as Nicholas has said, already Mais contains comme Nicolas l'a some dit, language
Nous devons parler en même langage par rapport au déplacement forcé. Nous savons que les pratiques sont ardemment négociées à New York, mais nous nous adressons aux États membres et nous les remercions qui ont pu participer à cet événement en parallèle de continuer à plaidoyer, à soutenir justement ce projet de langage afin qu'on ait une version commune qui sera adoptée par l'Assemblée générale dans les jours à venir. Le pacte se réfère spécifiquement au besoin d'aborder les causes profondes des déplacements forcés et de faciliter l'accès aux solutions durables pour les réfugiés, pour les déplacés internes et les personnes demandeurs d'asile, y compris le partage de responsabilités et soutenir toutes les communautés et aussi pour le respect des principes en la matière. Mais non, le pacte mondial sur les réfugiés et le forum mondial des réfugiés, qu'est-ce que ces deux cadres ou ces deux instruments offrent au pacte pour l'avenir? Tout d'abord, je remercie ces deux événements ou disons ces deux instruments ou ces deux cadres fournissent et c'est en quelque sorte quelque chose qui prend en compte l'approche de toute la société et nous devons voir la coordination au niveau international afin de pouvoir réaliser les ambitions du pacte et ses objectifs. Même le cadre de démocratie qui a été lancé lors du Forum mondial sur les réfugiés l'année dernière nous offre un modèle de rendre cette approche une réalité. Et les membres, les États membres, le secteur privé, les réfugiés eux-mêmes, entre autres, les agences des Nations Unies, les organisations internationales, les différentes municipalités et différents acteurs. Je parle qu'on a au moins 60 catégories d'acteurs ont pris des engagements clairs pour faire évoluer les résolutions pour les problèmes des réfugiés, pour les bénéfices non seulement des réfugiés, mais aussi aux communautés d'accueil. Et ceci nous conduira, nous espérons, à faire à faire des progrès lors du sommet sur l'avenir. Il est important donc de clarifier cela et qu'on puisse voir comment nous pouvons contribuer et à ce que les engagements du pacte sur les réfugiés deviennent une réalité. Je sais que vous n'êtes pas venu juste pour m'entendre parler, mais je pense que cet événement va nous permettre de capitaliser sur le forum de décembre 2023 afin de voir comment nous pouvons exploiter tout ce qui a été développé afin d'aborder les objectifs du pacte. Sur ce, j'aimerais inviter notre intervenante Monica Malit à prendre la parole et il faut que je le dise, elle une boursière de DAFI et présidente de l'association des étudiants de l'université de Nairobi et représentante jeune qui s'est exprimée lors de la cérémonie d'ouverture du sommet pour l'avenir. Elle provient d'un camp de réfugiés et a une forte expérience des déplacements forcés et elle pourra parler de ses expériences. Madame Malit, vous avez la parole. Hi. Bonjour, bonsoir. I stand before you today not only as Je a suis DAFI devant vous scholar, aujourd'hui, non seulement en tant but also que because of the boursière de DAFI, mais aussi and as a young présidente refugee with a lived de, experience of euh, de displacement. l'association des My étudiants de journey l'université de is Nairobi, one mais aussi continuous comme une jeune journey réfugiée. of Mon refugees parcours est who le même around the partagé world, par plusieurs réfugiés de despite par le monde circumstances, qui, malgré les seek out circonstances, opportunities, try to se build a better retrouvent life, à lutter meaningful pour une education meilleure vie, and une opportunities to live éducation de across base different et une communities. opportunité pour Access créer to higher une education différence. has been L'accès à une pivotal éducation de in qualité transforming my ou life l'enseignement and the supérieur lives a of changé many young ma vie refugees. et ainsi que It la vie de provides more plusieurs than jeunes réfugiés et cela more than just fournit knowledge. It's a plus que pathway de to la connaissance, self-reliance, c'est la voie vers equity, and hope for a future where we can contribute to both our l'auto-résilience et aussi communities qui nous and our permet countries of de origin. développer notre avenir However, afin for de many autonomiser nos communautés refugees, et nos pays this d'origine. access
Pour plusieurs réfugiés, cet accès demeure un rêve, une réalité. Les barrières auxquelles nous faisons face sont importantes. Il s'agit des restrictions juridiques, limitations financières et parfois même le manque de reconnaissance pour nos compétences et qualifications. C'est la raison pour laquelle des initiatives comme le Pacte mondial sur les réfugiés et au niveau de sa cible veut soutenir les migrés. Aujourd'hui, ces chiffres représentent 7% et nous rappellent combien d'efforts doit être encore fait. À travers des bourses comme le programme de DAFI et les partenariats avec les organisations, universités et gouvernements, nous commençons par voir des progrès réels. Ces initiatives vont ouvrir non seulement des portes d'éducation, mais aussi va permettre aux jeunes réfugiés de transiter de l'apprentissage. Juste une question d'opportunité d'emploi pour nous. En tant qu'avocate des jeunes, dans mon rôle, nous avons vu comment les jeunes, avec leurs compétences, pourraient s'autonomiser et aussi être autodépendants. Les perspectives par rapport aux différentes institutions comme l'OIT est un exemple brillant par rapport à ce que nous pouvons réaliser tout en conjuguant nos efforts vers cet objectif. Les jeunes réfugiés ont accès à des programmes de développement, aux stages et aux emplois qui permettent de répondre à ces problèmes. Ces efforts doivent être mis à l'échelle et dupliqués dans d'autres régions et fournir des voies vers des emplois intéressants. Les sociétés pourraient déchaîner les potentiels des jeunes réfugiés en leur permettant de contribuer à l'économie et de construire un futur durable pour eux-mêmes et pour leur communauté. Enfin, j'aimerais souligner l'importance de soutenir les initiatives pilotées par les réfugiés. Les jeunes réfugiés connaissent leurs défis les mieux et nous sommes les mieux placés à produire des solutions innovantes et de résoudre les problèmes. Des réseaux comme le réseau mondial des jeunes réfugiés ou le réseau des jeunes étudiants encouragent les leaders à mener des changements et à travers le leadership des jeunes et à travers des programmes de formation, les jeunes réfugiés seront équipés par des compétences afin de participer aux dialogues internationaux comme celui-ci que nous avons aujourd'hui. En conclusion, pour réaliser la cause, nous devons travailler ensemble, nous mettre ensemble, les ONG, le secteur privé et les communautés de réfugiés. Nous devons collaborer afin de nous assurer que les jeunes réfugiés sont inclus dans des efforts mondiaux afin de soutenir les jeunes. Ce n'est pas juste une question d'éducation ou d'emploi. Il s'agit de la reconnaissance du leadership et du potentiel des jeunes réfugiés comme des agents de changement à leur propre manière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, non seulement d'être un exemple de ce que les jeunes réfugiés pourraient réaliser avec les outils appropriés, mais aussi d'avoir souligné l'accès à l'éducation et à l'apprentissage, qui est quelque chose de très intéressant et qui permet d'assurer que les réfugiés aient un avenir. Et aussi l'importance du partenariat, de ce que cela pourrait réaliser si nous travaillons tous ensemble afin de pouvoir réaliser ces objectifs et offrir des services appropriés aux réfugiés. Merci d'avoir également souligné la participation significative des réfugiés qui nous disent rien pour nous sans nous et qui nous amènent les réfugiés à participer pleinement et à devenir eux-mêmes des agents de changement. Merci pour cela. À présent, nous allons passer la parole à un panéliste très distingué. Ce sont nos partenaires en matière de leadership sur les engagements et qui vont permettre de faire progresser les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés. Les personnes qui vont s'exprimer aujourd'hui, nous avons le Dr. Carl Breviston, qui est membre de la Commission Vérité de Colombie. Il a travaillé en Équateur également et a travaillé sur les droits humains en Amérique latine et aussi affilié à la Cour pénale internationale. Il y a plusieurs articles en son nom, mais je vais m'en arrêter là et nous lui souhaitons la bienvenue au panel. Ensuite, nous avons son Excellence Monsieur Gustavo Galón, qui est ambassadeur
ambassadeurs et représentants de la mission de la Colombie à Genève. Il a plus de 30 ans d'expérience en tant que défenseur des droits humains et professeur d'université en droit public. Il est également un expert indépendant au Conseil des droits humains en Haïti et il a fondé la Commission colombienne des droits humains en 1998. Ambassadeur Gallon, nous vous souhaitons la bienvenue à ce panel également. En troisième position, nous avons Madame Katia Allen, qui est directrice de la santé et développement social de l'IGAD, qui était avant responsable programme pour la santé et les programmes sociaux à l'IGAD et travaille sur la santé, les déplacements et la protection sociale dans la Corne de l'Afrique. Bienvenue, madame. Ensuite, nous avons madame Anila Nour, qui est la fondatrice et porte-parole de Action Network Force Displacement. Madame Nour est consultante et est basée aux Pays-Bas et travaille sur les questions de genre dans les conflits ainsi que sur la migration forcée et les politiques des réfugiés. Elle œuvre pour faire entendre la voix des migrants et des réfugiés. Et en tant que représentante de différentes organisations de réfugiés et initiatives, elle travaille avec les organisations dirigées par les réfugiés et a collaboré sur différentes activités, y compris les activités des réfugiés à l'université d'Oxford. Madame Nour, vous êtes la bienvenue. Enfin, et pas des moindres, nous avons Madame Fernando Souza, responsable de diversité, équité et inclusion à Brésil. Elle est diplômée en administration et négociation de l'école d'affaires FAE et aussi diplômée de l'université Estaduas Complenas. Elle a travaillé pour un service financier brésilien. Vous êtes également la bienvenue. À présent, nous allons passer la parole à Dr. Baristan pour son allocution d'ouverture. Dr. Baristan, vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre invitation qui me permettra de partager l'expérience de la Commission colombienne. Je vais m'exprimer en espagnol. Merci. La Comisión de la Verdad de Colombia ha sido parte de las instituciones creadas en el marco. La Commission Vérité de la Colombie est une institution créée dans le cadre de la vérité et de la recherche pour la paix à travers des institutions spécialisées. Ensemble, nous avons pu travailler sur la consolidation de la paix et c'est une commission qui a un mandat de 3 ans et qui a été démarrée en juillet 2022. Donc, cela comprend plusieurs volumes, y compris les activités sur les jeunes, les conflits, le genre, la prise en charge des victimes et bien entendu un volume spécifique sur l'exil, ainsi qu'un volume sur les résultats et les recommandations qui expliquent les facteurs post-conflit en Colombie. La Commission considère qu'il y a un territoire que nous appelons un territoire en dehors de la Colombie, c'est-à-dire des personnes qui quittent la Colombie dû à des conflits politiques, ethniques ou autres et qui vivent en dehors du territoire parce qu'ils deviennent des cibles des militaires et jugent des femmes qui résistent le recrutement de leurs enfants, des victimes de kidnapping et autres. En d'autres termes, tout le conflit armé à différentes périodes, cela pourrait être vu sous forme d'exil et aussi la guérilla aussi qui est là. L'article 5, chapitre 2 du Pacte mondial sur les réfugiés dit qu'il est nécessaire de s'assurer que les populations affectées par les urgences humanitaires reçoivent l'appui dont ils ont besoin. Et dans le cas de la Colombie,
le monde a vu un problème chronique en matière d'urgence humanitaire et ces personnes doivent être prises en charge afin de consolider la paix. La Commission a pu collecter 2500 témoignages des victimes et des survivants de la guerre à travers un processus participatif avec les organisations des victimes et des groupes de soutien dans différents pays. Grâce à cette commission, beaucoup de choses ont été faites. Ceux qui sont en exil racontent beaucoup d'histoires et plusieurs réfugiés ont quitté non seulement avec la peine ou la douleur de la destruction de leur vie, mais aussi avec l'histoire des différentes organisations. De plus, on a documenté l'impact de l'exil en prenant en compte les différentes expériences des victimes et même les différents points dans les pays d'accueil, je veux dire pour des réfugiés, les demandeurs d'asile ou les personnes dans des situations similaires qui ont pu remarquer qu'il s'agit d'une violation spécifique des droits humains. Nous avons également documenté l'impact de deuxième génération ainsi que l'impact sur les familles laissées en Colombie et ce que nous appelons l'asile interne. Et nous avons travaillé avec le HCR au Panama et nous avons souligné que plus d'1 million de personnes devraient quitter le pays à cause de la guerre, ce qui constituerait la deuxième forme de victimisation après le déplacement forcé. Certaines victimes nous ont dit qu'ils devraient tout recommencer. Ils devraient commencer de rien, à base de zéro, parce qu'il n'y a rien qui leur a été laissé. Et pour être réfugié et convaincre les autres que votre départ en vaut la peine. Ceci nous montre également l'impact des stéréotypes tels que le trafic de drogue. Bien que la Colombie a une démocratie et l'histoire des réfugiés, nous recueillons des témoignages de personnes qui sont partis après la signature de l'accord de paix, ce qui veut dire que la consolidation de paix est un processus continu encore aujourd'hui en Colombie. La Commission a contribué à rendre ces victimes visibles et à préparer pour leur réintégration. Nous leur avons donné une voix en Colombie pour que leur histoire puisse être racontée. Et nous les utilisons comme forme de communication et comme recommandation pour l'avenir. La Commission propose une reconnaissance dans la loi des victimes pour les réfugiés ainsi que pour les exilés. Et aussi, nous avons des programmes d'aide humanitaire et aussi pour la participation des exilés au processus de consolidation de paix. Les réfugiés ont également contribué à la consolidation de la paix. Et on peut développer plusieurs leçons pour la Colombie ainsi que l'appui international, la paix, la démocratie, et nous croyons que la reconnaissance des réfugiés ainsi que leur participation dans le processus de paix ont été vus en Colombie et ont démontré que les expériences pourraient être utiles pour le pays et pour les conflits. Merci pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences avec nous en tant que membre de la Commission Vérité. Et vous avez également souligné l'importance des témoignages et des expériences vécues des Colombiens qui étaient forcés de quitter leur pays et aussi ceux qui se sont déplacés par force. Et bien entendu, vous êtes un acteur de la consolidation de la paix en Colombie et nous pensons que nous avons beaucoup appris de votre intervention. À présent, je voudrais passer la parole à l'ambassadeur Gallon pour son allocution. Ambassadeur, vous avez la parole. Muchas gracias, estimada Rubendrini. ¿Se me escucha? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Yes, we hear you. Oui, nous vous entendons. Chers collègues, distingués panélistes, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être ici avec vous, surtout parce que je partage ce panel avec des personnes qui sont des amis et qui font
partie de la commission Vérité. À travers ces mots, il nous a inspirés à honorer les victimes du conflit armé colombien qui vivent en exil en Suisse. De même, en tant que co-organisateur du Forum mondial sur les réfugiés, nous étions en mesure de parler des conflits. C'est un honneur de participer à cet événement et de représenter la Colombie pour que nous puissions contribuer à ce pacte. Et comment nous pouvons connecter cela à la consolidation de la paix qui constitue l'un des objectifs primordiaux de Gustavo Petro, le président de la Colombie. La Colombie a été témoin d'un très long conflit armé et comprend l'importance de construire un avenir paisible. Grâce aux différents processus, y compris celui de la commission Vérité, l'État de la Colombie a pu rassembler, lutter contre les conflits internationaux et fait tout pour éviter d'autres conflits. Ainsi, dans ce contexte, nous sommes des co-organisateurs du Forum mondial sur les réfugiés. Nous travaillons avec l'Égypte et la Norvège et le département de consolidation de la paix des Nations Unies. Et nous devons œuvrer à la prévention des conflits. Nous devions quitter notre pays en Colombie comme réfugiés ou comme exilés à cause des conflits. Et ceci illustre notre détermination à reconnaître la protection de nos citoyens. Selon la commission Vérité, il y a près d'1 million de personnes exilées. Je veux parler des Colombiens qui vivent en exil. Ils sont partis parce qu'ils veulent une vie meilleure. Et une partie d'entre eux vivent en Suisse. Afin de pouvoir atteindre nos objectifs à Genève, nous avions tenu 7 événements où nous avons honoré 20 Colombiens. Nous avons également reconnu l'appui international que nous avons reçu de la Suisse. Les personnes vivant en exil sont des politiciens, des artistes, des activistes des droits humains. Et il y a même un juge, ainsi que sa femme, qui ont découvert des choses, en d'autres termes, des civils qui ont été tués par des militaires pour prétendre qu'ils ont été victimes du conflit. Ils recherchent la justice. Ces événements ont été organisés avec des consultants de l'ambassade. Ils sont composés de réfugiés colombiens. Plusieurs organisations internationales nous ont soutenus, telles que le HCR, ainsi que l'OMC. Nous avons également invité les représentants des communautés internationales comme les ambassades de la Norvège, de l'Argentine et autres, ainsi que la société civile. Je veux parler des organisations de la société civile. Certains d'entre eux ont participé à cet événement en représentant des personnes qui ont été victimes. Et dans ces événements, plus de 200 personnes ont participé. Nous nous sommes rencontrés au siège du HCR et à l'Université de Genève. Cet événement a permis la réconciliation et la réparation symbolique, ce qui est important afin de
construire une paix durable en Colombie. Et c'est lors de l'un de ces événements, j'ai demandé pardon et j'ai également reconnu la responsabilité de l'État pour avoir ignoré le fait que les gens devraient quitter le pays parce qu'ils n'étaient pas en mesure ou l'État n'était pas en mesure de les protéger. Cela est lié au pacte pour l'avenir. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. Et cela se réfère aux trois piliers des Nations Unies c'est-à-dire le développement durable, la paix et la sécurité et les droits humains. En Colombie, nous sommes en train d'avancer, de progresser afin de pouvoir répondre à notre engagement et à protéger les générations futures, comme cela a été souligné dans le pacte pour l'avenir. L'événement que nous avons organisé vient du fond du cœur. C'est naturel et parfois ça me surprend. Et cela montre aussi ma solidarité ainsi que mon appui aux droits humains. J'aimerais vous inviter tous à vous rejoindre à nous virtuellement ou en présentiel lors du prochain événement qui aura lieu le 27 septembre à la résidence de l'ambassadeur de Colombie, en d'autres termes, chez moi, honorant les familles colombiennes qui défendent les droits humains. Et qui défendent également l'expression artistique et les mouvements sociaux. Je vous encourage à tirer profit de cet espace et à rejoindre cet effort collectif. Je parle du pacte pour l'avenir et du pacte mondial sur les réfugiés. Nous devons faire face à ce défi ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, ambassadeur, pour avoir partagé en fait l'expérience de la Colombie et aussi les efforts pour ramener la paix et aussi les efforts de la communauté internationale, y compris à travers l'organisation d'événements tels que vous avez mentionné, pour garantir notamment la réconciliation et la réparation. Vous avez également souligné l'expérience de la Colombie et aussi comment cela est relié au pacte de l'avenir pour éviter ce qui s'est déjà passé. Et vous avez également parlé de l'importance de la participation de la Colombie à ce processus. Maintenant, je voudrais me tourner à Madame Alba. Vous avez la parole, Madame. Alouane. Merci beaucoup, Madame la commissaire adjointe. Mon intervention est en français. Donc, c'est un honneur pour moi de me joindre ce soir pour délibérer sur la promotion du pacte pour l'avenir par le biais du pacte mondial sur les réfugiés, surtout à un moment où nous connaissons une ampleur sans précédent des déplacements, principalement en raison des conflits, mais aussi renforcés par les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles. D'une manière générale, notre contribution à la mise en œuvre du pacte mondial sur l'agriculture et du pacte pour l'avenir est triple. Tout d'abord, premièrement, le partage du fardeau et des responsabilités tel qu'il est reflété dans l'objectif 1 du pacte mondial d'alléger la charge des pays d'accueil est essentiel pour atteindre les objectifs du pacte pour l'avenir. Nous savons que le pays le moins avancé supporte un fardeau disproportionné pour accueillir la plus grande partie de réfugiés et en 2023, les pays à revenus faibles ou intermédiaires accueillaient plus de 75% de réfugiés et autres personnes déplacées dans le monde et plus de faire face aux impacts les plus graves du changement climatique. Le 7 États membres de l'IGAD, en fait, qui constituent notre région, par exemple, accueillent actuellement
plus de 24 millions de personnes déplacées, ce qui aussi représente près d'un cinquième de la population totale mondiale des personnes déplacées et aussi plus de 70% de la population déplacée sur le continent africain. Les effets du changement climatique, y compris sa contribution au risque de catastrophe, entraînent aussi de nouveaux modèles de mobilité humaine à l'intérieur des pays, mais aussi au-delà des frontières nationales, y compris les migrations, les déplacements, les réinstallations planifiées dans des zones de plus en plus inhabitables. Mais aussi les personnes les plus vulnérables de la société sont parmi aussi les plus durement touchées par le changement climatique et les catastrophes. Les personnes déplacées telles que les personnes à l'intérieur de leur propre pays, appelés IDPs, les réfugiés et aussi les demandeurs d'asile, ainsi que les apatrides, sont souvent aussi particulièrement touchés car elles manquent souvent des filets de sécurité sociale, mais aussi d'aide pour diversifier leurs sources de revenus. Deuxièmement aussi par le biais du cadre d'engagement multipartite établi lors du Forum mondial sur le réfugié en 2023 et plus particulièrement par le biais des engagements en matière d'inclusion économique et de protection sociale et d'action climatique. Donc ces engagements, sont essentiels pour faire aussi avancer les objectifs de développement du parc en Afrique de l'Est et aussi sont alignés sur les engagements régionaux de l'IGAD visant aussi à apporter des solutions globales aux populations déplacées, y compris celles touchées par les effets néfastes du changement climatique. Donc l'IGAD, notre sous-région, en tant que co-responsable de l'engagement en faveur de l'inclusion économique et de la protection sociale, et aussi où nos pays accueillent le plus grand taux de concentration de réfugiés. Donc, notre organisation et ses États membres comprennent aussi la nature interconnectée de notre avenir collectif pour atteindre les objectifs du travail décent et aussi de la croissance économique. Nous devons aussi créer des opportunités économiques inclusives et durables pour les communautés déplacées et les communautés d'accueil. Donc, le pacte reconnaît aussi clairement que les pays en développement ont besoin d'un accès au financement pour faire face à l'impact négatif du changement climatique et aussi répondre à leurs besoins critiques en matière de développement. Nous aussi devons veiller à ce que le financement soit orienté vers les communautés les plus vulnérables dans les contextes fragiles et aussi touchés par les conflits, donc comme objectif de l'engagement en faveur de l'action climatique. Par le biais de l'engagement aussi en faveur de l'action climatique, notre sous-région l'IGAD promeut l'application d'instruments régionaux innovants tels que l'article 16 du protocole de libre circulation de l'IGAD qui appelle à tous nos États membres à faciliter l'entrée et le séjour des personnes qui se déplacent en anticipation pendant ou après une catastrophe. Troisièmement aussi, en promouvant l'approche du Nexus, en particulier celles qui sont axées sur la région, nous avons aussi plusieurs plateformes, telles que la plateforme de soutien de l'IGAD qu'on avait lancée à Genève en 2019, et aussi les États membres ont été en mesure de coordonner plus efficacement leurs réponses aux déplacements forcés tout en partageant les bonnes pratiques et adoptant une attitude inclusive commune envers ceux qui ont perdu leur logement. Les processus aussi régionaux, y compris aussi des plans d'adaptation et aussi les stratégies de développement, qui doivent aussi reconnaître le déplacement forcé comme un thème clé et inclure les personnes déplacées de force. Donc l'IGAD et les initiatives de la région font directement progresser les objectifs mutuels du pacte, notamment la déclaration de Kampala sur l'emploi, les moyens de subsistance, mais aussi nous avons un cadre politique de l'IGAD sur la protection des réfugiés et aussi la facilitation des mouvements transfrontaliers. Mais aussi, nous avons aussi le développement économique de jeunes
surtout qu'on doit investir dans la jeunesse, qui est aussi une priorité pour l'IGAD. Donc, il s'agit notamment de créer des possibles d'emplois et d'améliorer le développement des compétences pour que le jeune aussi, y compris le réfugié, puisse contribuer à la croissance économique et en bénéficier. Donc, quels sont les éléments de soutien les plus essentiels pour les pays accueillant une population de réfugiés à des taux élevés? Donc, un, c'est un leadership gouvernemental de soutien, soutenu de la communauté internationale, mais aussi des approches aussi orientées vers le développement et la paix, et aussi une approche intégrée, adaptée aux besoins de toutes les communautés touchées. Donc, le pacte pour l'avenir doit aussi reconnaître la diversité des situations et les dynamiques communautaires dans des solutions, des politiques et des programmes dans une zone géographique spécifique. Je vous en remercie. Merci, Madame Alvan, pour vos commentaires très précieux. Surtout, vous avez souligné en fait qu'il y a 24 millions de personnes déplacées dans la région couverte par l'IGAD, ce qui est vraiment un chiffre très important. Et vous avez aussi souligné l'importance de l'action climatique, le partage des responsabilités, parce qu'en fait, ce sont les pays les moins avancés qui accueillent la plupart des réfugiés dans la région. Et l'importance aussi des engagements multipartites qui sont essentiels pour avancer les solutions pour la situation des personnes déplacées dans la région. Et vous avez bien sûr souligné aussi les initiatives entreprises par l'IGAD, notamment en ce qui concerne l'inclusion économique et la protection sociale, la libre circulation des personnes et des biens, et aussi l'importance de l'aide pour le développement et non pas seulement l'aide humanitaire, bien sûr. Et les critères essentiels comme le leadership par les gouvernements eux-mêmes et le soutien de la communauté internationale aussi dans ces initiatives. Merci beaucoup pour vos commentaires. I now turn to Ms. Anila Noor for her Nous allons comments. maintenant passer la parole à Anila Noor pour son intervention. Merci infiniment. C'est un honneur pour moi de me joindre à vous dans cette discussion très importante et de parler de cette discussion. L'objectif, en fait, c'est d'apporter des solutions. L'objectif, c'est de nous aligner avec l'action 8, et l'action 18, 19, l'action 34, mais aussi l'action 34, il s'agit d'améliorer l'égalité et l'innovation. L'implication des organisations est un élément important et qui montre en fait le rôle que les femmes jouent parce qu'il s'agit, il y a des risques et ce sont des éléments importants. La violence basée sur le genre est un élément important à prendre en compte et c'est une menace et cela affecte plus de 16 millions de personnes notamment dans les pays à économie moyenne et faible. Un des éléments les plus importants de la violence basée sur le genre et donc il y a la prévention qui est un élément important. Et la prévention souvent n'est pas prise en compte. Nous avons pu mobiliser plus de 100 engagements, mais il reste davantage à faire. Et plus particulièrement en ce qui concerne le soutien en faveur des organisations qui soutiennent les femmes. Et pour également apporter un soutien de celles. Nous devons tout faire pour faire avancer l'égalité des genres. Donc, nous devons reconnaître qu'il y a un potentiel de transformation à faire. Et il faudrait apporter un soutien aux organisations de la société civile, plus particulièrement tous les engagements qui ont été proposés et aussi les opportunités pour améliorer cette situation et lutter contre la violence basée sur le genre nécessite un partenariat. Et il faudrait également que nous mettions au cœur les femmes et aussi les réfugiés. Et il faudrait que les solutions soient adaptées à leurs véritables besoins. Une participation nécessaire de tous est importante. Les femmes réfugiées ne doivent pas forcément être consultées, elles doivent être mises en avant. Comme nous le savons, les personnes les plus proches du problème sont celles qui connaissent les solutions. Leurs expériences peuvent être importantes et majeures pour trouver une solution.
L'égalité du genre n'est pas une question isolée. Il s'agit d'une question centrale pour le pacte pour l'avenir et dans l'agenda actuel du développement durable 2030. Il est important de continuer à faire, bien sûr, des engagements, mais également à rationaliser nos actions en faveur des solutions. Il s'agit de lutter contre les barrières systématiques qui, d'une certaine manière, ont marginalisé les femmes et les jeunes filles. Maintenant, parlons clairement. Il est essentiel que nous mettions les femmes au cœur de l'action. Ces femmes jouent un rôle important. Avoir des solutions effectives à travers notamment une approche globale. Et nous avons pu voir, par exemple, qu'avec l'impact le plus important peut être majeur. Et pour que, en fait, nous puissions notre objectif, il faudrait que nous soyons pour appeler les mots des mots très importants. Il faut savoir que plus vous montez, moins il y a de femmes. Et donc, par conséquent, il faudrait que, non seulement il faudrait qu'il y ait davantage de femmes en place de responsabilité, mais il faudrait qu'il y ait suffisamment de femmes pour qu'elles puissent participer et qu'elles puissent apporter des solutions. Et nous devons garantir l'égalité de genre et c'est à travers cela que nous pouvons en fait réussir ce pacte, pas simplement à travers des mots. Merci beaucoup. Merci, Madame Noor, pour votre intervention. Vous avez souligné une question très importante de l'inégalité des genres et plus particulièrement de la question de la violence basée sur le genre, une question qui aujourd'hui est de plus en plus courante et très importante dans toutes les régions à travers le monde. Vous avez également souligné la situation dans les pays à revenus moyens et aussi à revenus faibles. Et vous avez rappelé également que même si nous avons sans engagement en faveur de la lutte contre les violences basées sur les genres, il faut en faire davantage pour que nous puissions passer de la parole à l'acte sur le terrain. Et en ce sens, vous avez rappelé l'importance du partenariat et des solutions qui peuvent permettre de faire des avancées considérables. Et vous avez également souligné l'importance de la participation, non seulement en ce qui concerne le leadership, mais en ce qui concerne la participation des femmes. Et j'ai bien aimé la citation que vous avez faite, où vous avez rappelé que plus on est proche du problème, plus on connaît la solution. Donc, et vous avez également parlé de l'approche sociétale également. Maintenant, nous arrivons à notre dernier intervenant, Madame Fernandez Souza. Vous avez la parole, Madame Fernandez. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette réunion avec vous. Je suis ravi de partager avec vous ma contribution sur parler de la perspective du secteur privé. Plus particulièrement, nous allons parler de l'industrie du tourisme et du secteur hôtelier. Encore, est l'un des leaders les plus importants. Nous avons des opérations importantes dans plusieurs pays. Nous estimons que nos activités doivent être conduites par une approche positive. Il s'agit de donner davantage à la société et à la communauté tout en essayant d'augmenter les normes. Nous devons avoir également des opérations durables sur le long terme. À l'échelle mondiale, nous avons des engagements étalés sur 20 ans à travers plusieurs alliances, comme par exemple le partenariat STEM pour les réfugiés. Dans les Amériques, pas simplement au Brésil et d'autres pays, nous avons une présence et nous avons également fait partie des entreprises qui font partie du Forum pour les réfugiés, une initiative qui est dirigée par le HCR ainsi que le projet en faveur des réfugiés. Et il y a plusieurs autres initiatives, comme par exemple la violence basée sur les genres. Notre effort reste concentré sur le fait que malgré les initiatives de plusieurs États de l'Amérique latine, les gouvernements ainsi que les organisations internationales ont remarqué des écarts considérables
Et donc, par conséquent, en 2022, nous avons essayé de renforcer notre collaboration avec le HCR au Brésil. Et l'idée, c'était de créer des conditions pour que nos hôtels puissent améliorer les conditions des réfugiés en leur créant des offres d'emploi. C'est un engagement que nous avons également créé au niveau du Forum mondial pour les réfugiés avec d'autres entreprises qui font partie du forum. Accor Brésil s'est engagé à recruter 208 réfugiés de plusieurs nationalités et d'ici 2027 et de former 600 davantage pour leur permettre de reprendre leur vie au Brésil. Et nous avons formé plusieurs personnes à travers des formations conjointes avec le HR. Nous avons également élaboré un guide des meilleures pratiques pour le recrutement des réfugiés. Nous avons commencé un module de formation dans notre hôtel avec notamment 4 heures de formation théorique, des opérations quotidiennes, les départements les plus importants, l'administration, etc., etc. La loi de travail au Brésil, etc., etc. Tout cela fait partie de la formation. Et il y a également une assistance dans la préparation du CV. La deuxième journée, il y a une expérience qui est partagée par les employés de l'hôtel et nous leur partageons également un certificat à la fin et nous les invitons à postuler pour les postes disponibles. Nous sommes ravis d'annoncer l'inclusion de plus de 100 réfugiés dans nos personnels. Nous avons, par exemple, des réfugiés de plusieurs nationalités. Le plus grand groupe venait d'Haïti, entre autres. Et c'est des éléments qui nous sont très importants et nous allons continuer en ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fernande Souza, pour avoir représenté le secteur privé dans ce panel et pour également avoir rappelé l'importance du travail que vous faites, ainsi que des autres entreprises. Vous avez également rappelé l'inclusion des réfugiés dans votre personnel et aussi la formation que vous leur apportez. Et comme vous l'avez dit, cela leur permet d'être autosuffisants et de contribuer à l'économie nationale et aussi des communautés nationales dans lesquelles ils vivent. Et je pense que c'est un élément important, très, très important. Donc, merci beaucoup de l'avoir souligné. Maintenant, nous venons de terminer avec les orateurs du panel. Je vous remercie pour vos contributions très, très importantes. Nous allons maintenant passer, en fait, à la phase du dialogue, de discussion. Nous avons déjà une liste de panélistes, donc nous allons maintenant, en fait, répondre à des questions qui nous ont déjà été soumises à l'avance et j'espère que nous aurons le temps de parcourir certaines de ces questions. Je voudrais commencer par demander déjà des intervenants qu'ils fassent des brèves interventions. Donc, je vais d'abord inviter Madame Esther Filio. Madame Ferriot, s'il vous plaît, allez-y, très brièvement, 2 minutes. Merci beaucoup, Madame la haut-commissaire assistante, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs. La France remercie chaleureusement le Canada, la Colombie et le HCR pour cette réunion, ainsi que tous les panélistes. Il est clair que le pacte mondial sur les réfugiés et le sommet du futur doivent marcher ensemble. Et le Forum mondial sur les réfugiés a marqué un tournant dans notre prise de conscience collective et la France est fière de se mobiliser en tant que coparrain de ce forum. Nous avons pris de nombreux engagements avec une perspective tournée vers l'avenir et le développement durable, à la fois pour les réfugiés, mais aussi pour les pays et pour les communautés qui les accueillent. Je pense en particulier au climat, mais aussi, par exemple, à l'engagement de l'Agence française de développement de mener des projets en appui aux populations déplacées et réfugiées pour 150 millions d'euros sur 4 ans. Mais le message sur lequel je voudrais vraiment insister aujourd'hui, c'est l'importance que les 2 pactes réaffirment l'égalité de genre comme une priorité absolue. Et je suis très heureuse que plusieurs des panélistes l'aient mentionné, à la fois parce que les femmes et les filles réfugiées sont soumises aux plus grands risques, mais aussi parce que nous savons que ce sont elles qui peuvent être les véritables facteurs de changement. Et c'est tout le sens de l'initiative
avec elle, qui porte à la fois sur la protection, mais aussi sur la formation, sur l'emploi. Et je suis très heureuse que Madame Fernanda Souza ait mentionné le rôle du secteur privé, parce que c'est le point sur lequel je voulais insister. C'est que pour que les choses changent, nous devons mobiliser tous les partenaires. Et nous sommes très fiers que l'initiative avec elle ait été rejointe par des dizaines d'États, d'organisations internationales, d'ONG, d'entreprises. L'autre point essentiel, c'est l'importance de la localisation de l'aide et de la participation des personnes réfugiées elles-mêmes, comme le disait Madame Anila Nour. Et à ce sujet, je voulais notamment remercier le HCR qui m'a permis, ainsi qu'à plusieurs de mes collègues diplomates, de participer il y a quelques semaines avec des rencontres, à des rencontres avec des femmes qui dirigent des ONG de réfugiés ici à Genève. Et la question que je voulais peut-être poser aujourd'hui aux panélistes, c'est que pouvons-nous faire pour que des processus qui sont aussi lourds, aussi complexes que le GRF ou Summit for the Future restent flexibles et ouverts pleinement pour prendre en compte la participation de ces acteurs qui sont concernés au premier chef et qui sont au plus près de la réalité du terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos commentaires, Madame Ferriot, et bien sûr aussi pour la question que vous avez posée en ce qui concerne le GRF et le sommet pour le futur, hein, et comment en fait ces deux forums pouvaient servir vraiment les objectifs des femmes qui sont vraiment en premier plan, sur le premier plan et en première ligne sur le terrain. I will now give the floor to, en fait, je donne la parole à Monsieur Mohamed Al-Maloud Ag-Mohamedoun, qui nous rejoint depuis la Mauritanie. Monsieur Ag-Mohamedoun, vous avez la parole. Je viens de recevoir une note en fait que Monsieur Mohamedoun n'est pas connecté, donc je passe la parole à Monsieur Xavier De Victor, Advisor Fragility, Conflict and Violence Group at the World Bank. Mr. De Victor, you have the floor. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la commissaire adjointe. Merci de m'avoir invité à cet événement important. Nous sommes très impressionnés en écoutant les intervenants et il faut aussi qu'on reconnaisse ici l'effort qui est fait quotidiennement par les pays d'accueil. Comme mes prédécesseurs l'ont fait, je pense que le sommet pour l'avenir et le pacte mondial sur les réfugiés sont vraiment liés. Nous espérons être en mesure de contribuer aux perspectives de développement, à cet effort mondial en conformité avec le Forum mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial sur les réfugiés qui ont pris l'engagement de ne laisser personne en rade. Nous apprécions vraiment le fait de se référencer au besoin de prendre en compte les rapports des approches des gouvernements qui se concentrent sur l'inclusion, le marché du travail, sur les systèmes de services financiers et aussi de voir les différentes circonstances et les responsabilités partagées. Nous sommes un élément de la réponse, à savoir le partenariat et la coopération dans ce secteur qui est très important. Et nous espérons contribuer à cet effort mondial et nous espérons aussi nous engageons davantage sur ce sujet important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur De Victor, pour vos commentaires et aussi de vous exprimer à nous en tant qu'institution financière et par rapport aux perspectives de développement en lien avec le pacte mondial sur les réfugiés et le pacte mondial. J'aimerais demander au directeur Madame Carrie Dina, directrice de Refugee Self-Alliance Reliance Initiative. Merci beaucoup. Nous travaillons sur la protection sociale et l'inclusion économique. J'apprécie beaucoup toutes les initiatives qui ont été menées. Un des thèmes clés qui émerge de notre groupe c'est le rôle central des gouvernements locaux et des acteurs privés, y compris au niveau infranational. Ils mettent en place des réformes politiques pour pouvoir réaliser l'autodépendance et de partager les prospérités pour les populations déplacées dans les communautés. En Afrique de l'Est, par exemple, nous sommes en train de voir un travail qui est en train d'être mené avec le gouvernement du Kenya pour relever les défis et permettre l'investissement du secteur privé
dans une économie grandissante qui prendra en compte le potentiel des réfugiés dans cette économie. Et aussi, nous travaillons dans la zone sud-ouest de l'Éthiopie, dans la région de Somalie, pour créer un environnement favorable afin que la communauté locale contribue également à l'économie et dans les différentes conditions climatiques. Je suis intéressé par ce que j'ai entendu des panélistes, c'est-à-dire les prometteurs et la collaboration pour le développement économique inclusif qui pourrait nous permettre de réaliser les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir souligné le rôle des gouvernements locaux et de fournir des exemples positifs au Kenya et en Éthiopie, et aussi de citer l'exemple des panélistes. J'aimerais à présent demander à Monsieur Mohamed Malmoudoun depuis la Mauritanie. Vous avez la parole. Malheureusement, je pense que nous avons toujours un problème de connexion avec la Mauritanie. Et sur ce, nous allons donc surseoir l'intervention de M. Mohamedoun pour l'instant et passer à la série de questions qui avait été posée à l'avance et je vais repasser la parole aux panélistes. Mais il faut noter que l'ambassadeur et Madame Alwan doivent nous laisser plus tôt pour participer à autre chose et nous les remercions beaucoup pour leur participation importante à cet événement. Je vais à présent poser quelques questions aux panélistes, en commençant par notre premier intervenant, à Malit, pardon, en tant que réfugié. Comment est-ce que quel rôle pouvez jouer sur le pacte pour l'avenir et comment votre action pourrait impacter les gouvernements, amener les gouvernements à prendre des actions? Merci beaucoup. Peut-être, est-ce que vous pouvez répéter la question? J'ai eu du mal à vous suivre. Oui. Comment, en tant que réfugié jeune, vous voyez la voix des réfugiés pour que la voix des réfugiés soit plus amplifiée à travers le Pacte pour le futur? Et comment voyez-vous que les jeunes pourraient modeler l'avenir des jeunes face à leur gouvernement? Je pense que vous avez déjà parlé de cela, mais nous voulons que vous donniez plus de détails là-dessus. Merci beaucoup. Je pense que la première chose qui doit être faite pour amplifier les voix, c'est d'éduquer. Et nous pouvons reconnaître qu'actuellement, le secteur de l'éducation fait face à beaucoup de défis par rapport au financement et c'est en donnant. Et c'est à travers Désolé, nous n'entendons plus l'oratrice. Mademoiselle Malit, nous ne vous entendons plus. En attendant que Mademoiselle Malik nous rejoigne, peut-être qu'on peut passer au prochain intervenant. Dr. Barriston, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des défis auxquels vous êtes confrontés dans le cadre de la commission Vérité en Colombie et surtout dans votre travail dans le contexte du suivi des personnes en exil? Comment cela pourrait renseigner le travail du sommet pour l'avenir? Vous avez la parole. Gracias por la pregunta. Creo que Merci beaucoup pour votre question. Je pense qu'un des défis majeurs, c'est de savoir comment travailler dans une relation de confiance, parce que
Les réfugiés exilés doivent quitter un pays. Ils ont quitté parce qu'ils manquaient de protection de leur État et n'ont aucune aide directe humanitaire. Ils doivent donc se baser sur leurs propres histoires et vivre d'eux-mêmes en quittant la Colombie. Et je pense qu'il est important de reconstruire cette connexion avec leur histoire et de raconter leur histoire. Ça veut dire que nous vivons leur scénario passé, nous vivons leur vie, leurs histoires. Et cela doit être pris en compte par nous tous. Car, vous savez, nous avons des réfugiés colombiens de par le monde. Et nous, en Colombie, nous avons aussi des réfugiés provenant du Venezuela. Et la plupart d'entre eux se retrouvent aussi aux États-Unis. Et beaucoup de personnes nous ont dit qu'ils ne veulent pas être un sujet d'étude, mais qu'ils veulent faire partie d'un processus. Et voilà donc leur contribution, parce que à plusieurs reprises, les réfugiés sont les propriétaires de leur processus de reconstruction. Ils ne sont pas des agents passifs, ils sont plutôt actifs. Et notre défi, c'est comment établir le lien entre l'exil ou l'ex-exilé et la Colombie, parce que pendant plusieurs années, l'État de Venezuela n'avait pas existé. Il y a donc beaucoup de perturbations vis-à-vis des réalités colombiennes. Beaucoup de personnes pensent que ceux qui sont partis vivent mieux, mais nous savons que ce n'est pas totalement vrai. Une partie de notre travail à la Commission, c'est de documenter tout cela à l'intérieur comme à l'extérieur de la Colombie. Ceci étant, toutes ces expériences sont prises en compte et aussi cela doit être soumis à l'État pour que l'État colombien puisse considérer l'exil comme une violation des droits humains, non seulement en termes d'impact, mais aussi en termes de citoyenneté, en termes de perdre leur propre terre natale et leur vie. Ceci constitue un poids très lourd. Essayer de les remettre de les revoir dans leur nouveau processus de vie afin qu'ils puissent participer à la construction du présent et de l'avenir. Cela n'est pas seulement lié à la situation politique du pays. Cela est lié aux droits humains et à la loi internationale humanitaire, au droit international humanitaire. Et en Colombie, les histoires des réfugiés doivent être prises en compte afin de construire, de développer la nouvelle histoire de la Colombie, afin que nous puissions remettre ou restituer les rôles dans la réalité colombienne. Cela a commencé par la participation des victimes, mais aussi il s'agit d'un défi en cours. Un défi en cours. Maintenant, nous avons un mandat, nous avons un comité de suivi et nous avons la volonté de mettre en œuvre les recommandations émises par la nouvelle administration. Ces recommandations sont capitales et doivent être prises en compte et les réfugiés doivent être également considérés pour la construction de la paix et de la sécurité en Colombie. Ce n'est pas juste une question de traiter des urgences, c'est aussi une question de la réinsertion de ces personnes dans la consolidation de la paix en Colombie, en incluant en prenant en compte leur potentiel, les leçons apprises dans d'autres pays et l'inclusion de ces personnes dans le nouveau tissu social. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Baristen, pour avoir partagé cette expérience et d'avoir parlé de la situation des réfugiés vénézuéliens dans votre pays. J'aimerais à présent poser une question à Madame Nour. Madame Nour, est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de l'intersectionnalité sur une base de la diversité genre pour répondre ou atteindre le résultat ou l'objectif de ne laisser plusieurs personnes en rade selon l'agenda 2030, en incluant le secteur privé, les partenaires au développement et d'autres partenaires qui peuvent s'assurer qu'ils sont tenus responsables de cette approche, y compris mettre en œuvre les recommandations du Forum mondial pour les réfugiés. Oui, c'est une question longue, mais très importante. Je vais vous dire que après 2 décennies de ma propre expérience en tant que responsable de plaidoyer des droits des femmes, il faut que je vous dise que l'intersectionnalité est très importante pour pouvoir réaliser l'agenda 2030, de ne laisser personne en rade, d'abord comme réfugié, comme femme, mais en tant que moi-même, comme responsable d'une organisation de femmes. Les gens font face à toutes sortes de discriminations sur la base de l'âge, de genre, de statut de déplacement, l'ethnicité, de l'handicap, etc. Et donc, on ne peut pas comparer des situations, mais pour ce faire, il faut comprendre comment nous pouvons utiliser cette approche d'intersectionnalité pour ne pas appliquer une solution à une autre. Nous sommes en train de chercher ceux qui ont besoin de cette solution le mieux. Et cette approche nous montre que la politique reflète cette diversité. Par exemple, disons qu'une jeune femme qui est déplacée, mais qu'il y a un homme qui est âgé et qui est handicapé, sur qui devons-nous nous concentrer? Nous ne devons pas utiliser la même approche. Il faut comprendre les défis uniques et créer des solutions uniques aux problèmes pour une meilleure mise en œuvre des engagements du Forum mondial sur les réfugiés. D'abord, nous devons collecter les données, les informations. Nous devons analyser les informations réparties par âge, genre et d'autres facteurs pour savoir qui n'est pas laissé en rade. Et s'il y a des gens laissés en rade, quelle est la raison? Pourquoi ces personnes n'évoluent pas? Et cela nous permettra de cibler des politiques efficientes. Deuxièmement, nous avons besoin d'une participation totale. Ce n'est pas une approche pour nous. Ce n'est pas uniquement une approche. C'est une méthode d'implication des réfugiés, des femmes, des jeunes, des personnes apatrides, des handicapés, et ça nous permettra de comprendre cette intersectionnalité genre, car nous recherchons des solutions cruciales. Il faut comprendre la dynamique de pouvoir et le changement pour travailler sur l'inclusion et aussi s'assurer de la reddition des comptes. Nous avons besoin d'un partenariat, le secteur privé, le gouvernement, tout le monde doit être tenu responsable pour la participation active. Et nous devons dire non si nous sentons qu'ils n'utilisent pas des outils et qu'il faut plus de formation. Nous devons former les partenaires, les secteurs privés pour qu'ils puissent comprendre cette intersectionnalité et aussi participer pleinement. En fait, comment nous pouvons nous assurer que les jeunes participent aussi pleinement pour avoir un suivi établi? Car le système reflète comment nous pouvons comprendre et produire plus de solutions. Je pense que c'est ce qui est capital vis-à-vis de cette intersectionnalité et d'avoir également ce mécanisme de reddition des comptes qui vont ensemble. Merci. L'importance des données, l'importance des données donc a été déjà mentionnée par plusieurs intervenants et plus particulièrement toutes les mesures nécessaires pour prendre en compte certaines situations très précises. Merci beaucoup. Madame de Souza, j'ai également une question pour vous. En tant qu'actrice ou acteur, disons, du secteur privé, comment est-ce que vous pouvez en fait apporter des opportunités? Je pense que vous avez déjà répondu à ces questions, mais nous serons très ravis de vous entendre apporter davantage de détails.
Merci pour la question, dit-elle. En ce qui nous concerne, en fait, l'hospitalité, c'est nous porter sur les gens. Donc, nous sommes engagés à faire une promotion de la culture de l'inclusion. Notre groupe Accord Brésil a déjà fait la promotion de l'égalité des genres et nous comprenons également que inclure les réfugiés dans ce processus est très important pour reconstruire leur vie. C'est une responsabilité du secteur privé, mais c'est également une responsabilité qui nous incombe tous. En tant qu'entreprise, au sein du Forum des entreprises en faveur des réfugiés, nous essayons d'encourager les autres entreprises dans notre secteur et au-delà pour qu'elles puissent adopter des pratiques similaires. Nous sommes engagés à inclure les réfugiés à travers notamment des activités sociales. Nous proposons également l'accès aux emplois et nous essayons également d'apporter des formations à tous et à toutes pour qu'ils puissent améliorer leurs capacités. Cette année, par exemple, nous avons établi un partenariat avec Hospitaloscope et nous allons offrir 3 formations qui seront adressées à 70 migrants. Ces initiatives leur permettent également d'utiliser les certificats pour obtenir un emploi dans d'autres secteurs, dans leur pays d'origine, mais aussi dans d'autres pays. Parce que, vous savez, le secteur de l'hôtellerie est censé être des secteurs les plus qui a connu une croissance rapide au cours des années à venir. Il y a plusieurs opportunités de promotion professionnelle qui existent également pour les réfugiés. Et donc, c'est notre contribution à ce phénomène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fernando Souza. Effectivement, votre commentaire apporte suffisamment d'informations sur l'importance du secteur privé pour atteindre les objectifs en faveur des réfugiés. Il y a notamment l'inclusion systématique des réfugiés dans le système. Merci. Merci. Mais malheureusement, M. Malit n'est pas encore connecté et c'est très, très dommage parce que elle aurait pu apporter des informations supplémentaires. Et il y a des questions qui ont été adressées. Mais étant donné qu'elle n'est pas là, donc nous sommes arrivés au terme de cette discussion de panel et nous avons également posé toutes les questions qui nous avaient été adressées au préalable. Je voudrais remercier tous les panélistes pour leur intervention et pour leurs réponses très détaillées. Je voudrais également remercier les uns et les autres qui ont participé. Il m'a été dit que je devrais dire un dernier mot, mais je sais qu'il sera très difficile de résumer tout ce qui a été dit par les panélistes et aussi par les intervenants. Mais juste pour vous dire que je pense que nous avons vu une grande variété de plusieurs perspectives et plusieurs perspectives, comme l'avons dit, de plusieurs parties prenantes. Et c'est très important, comme je l'ai dit. Ce panel nous a permis d'avoir plusieurs approches. Nous avons eu les réfugiés, nous avons eu le secteur privé, nous avons eu des représentants du gouvernement, nous avons également entendu des universitaires, des experts éminents qui ont travaillé sur cette question depuis très longtemps et qui nous ont apporté suffisamment de perspectives sur la base du travail qu'ils ont réalisé et aussi tout ce qu'ils ont fait pour contribuer au pacte sur l'avenir et aussi le pacte pour les réfugiés et aussi l'importance de travailler avec toutes les parties prenantes pour atteindre les objectifs, pas simplement du pacte sur l'avenir, mais aussi du pacte pour les réfugiés. Sur cette note, je voudrais vous remercier. Il est presque 20 heures ici, en Europe. Je sais qu'il est peut-être un peu plus tôt à New York, mais je voudrais vous remercier pour votre patience, pour votre intérêt et aussi votre enthousiasme et votre participation à cette réunion. Je lève donc les rideaux je clôt donc les travaux de cette discussion. Merci beaucoup et au revoir.